Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Gilles. Bonjour Thomas Lelong. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste. On vous a déjà reçu ici pour votre enquête sur Mimi Marchand. Et vous êtes donc journaliste à complément d'enquête. Et demain soir, c'est un document extrêmement puissant et assez, comment dirais-je, rare, puisque vous êtes intéressé à Alexis Kohler, l'homme de l'ombre du président. On va en reparler avec vous dans un instant. Cet homme sur lequel il y a beaucoup de fantasmes, mais sur lequel vous vous êtes penché. Vous nous raconterez comment s'est déroulée cette enquête, puisqu'il a refusé de vous recevoir jusqu'à il y a peu de temps. Puis on découvre, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, un personnage clé de l'État, ouais, qui est presque aussi puissant qu'Emmanuel Macron. Oui, on parle de son mauvais génie, on parle de son double, de son jumeau, on les appelle les jumeaux. Donc vous allez voir l'influence et le rôle d'Alexis Kohler au sein de l'État. Gilles, on passe au zapping ? Sud Radio Média, l'instant zapping. Et oui, Thomas, Valérie, hier c'était la grande mobilisation et comme d'habitude, Valérie, BFM avait sorti le grand jeu, reporter en extérieur, duplex, allez Coco, tu vas à la rencontre des usagers en colère. Mais là, ils n'ont rien trouvé. On fait des rencontres assez étonnantes à 6h du matin à Marne-la-Vallée. On vous a rencontré, Lucas. Alors vous, c'est quand même étonnant parce que au quotidien, vous faites vos trajets en vélo, mais aujourd'hui, jour de grève, vous avez décidé de prendre le RER. Expliquez-nous. Oui, en fait, c'est je pars en vacances. Incroyable histoire, bravo BFM. BFM qui cherche toujours des usagers en colère. Mais est-ce que ça génère du stress là depuis 2 mois et demi? Non, rien du tout, tout va bien. Ouais. Je soutiens le mouvement à 100%. Je suis tout à fait solidaire avec les grévistes, c'est leur droit. Voilà. Bon écoutez, on va vous laisser. bon, c'est raté. Donc voilà, évidemment, c'est le quotidien qui les a épinglés. Ah, c'était pas le bon matin pour aller à BFM pour Mathilde Panot, qui face à Apolline de Malherbe sur BFM, donc a eu du mal à justifier. Vous savez que la veille, elle avait annoncé la mort d'un des manifestants des Bassines et que c'était une fausse information. Et alors, elle n'a pas été du tout contente que Apolline de Malherbe lui en parle. Vous savez, parfois, les filles, ils préfèrent qu'on taise les choses. Vous avez tout arrêté pour annoncer, au micro notamment de BFM TV, nous ne l'avons pas diffusé par respect pour la famille, mais vous annonciez à ce moment-là que le manifestant, vous disiez, j'apprends à l'instant que le manifestant est mort, je l'apprends avec effroi. Est-ce que vous regrettez d'avoir eu ces propos hier et pourquoi les avez-vous eus? Bien sûr que je le regrette. Par ailleurs, je pense que ça serait bien d'ailleurs de ne même pas le dire dans cette interview. C'est une information. C'est une information. En direct, vous étiez au micro de plusieurs. C'est une information. Attendez, Madame de Malherbe, j'essaye de vous expliquer. Quand je suis arrivée sur le piquet de grève à ce moment-là, c'est une information qu'on m'a donnée et sur lequel juste après on est revenu me voir et je suis allé voir immédiatement les journalistes en leur disant arrêtez tout. Et oui, je voulais savoir si ça arrivait une fois les interviews faites et dans la boîte, des gens vous rappelaient en disant tu diffuses pas cet extrait. Ça arrive, mais nous on a une règle, c'est de surtout pas céder à ça. Nous, à partir du moment où on a respecté l'exercice d'une interview, elle est faite et donc on va pas rechanger, on va pas intervenir après, surtout si on nous demande je regrette ce que j'ai dit. Non, on nous a dit ce qu'on nous a dit et on le diffuse tel quel, on diffuse ce qu'on a envie de décider. Donc quoi qu'il arrive. Donc, vous savez, il y a des petits bandeaux sur LCI, vous qui avez été sur LCI. Et toute la journée d'hier, ils ont teasé dans un petit bandeau sur la venue de Christian Estrosi pour faire l'interview du matin. Alors évidemment, au quotidien, ils étaient très contents, ils étaient prêts à regarder l'interview de Christian Estrosi. Sur LCI, ils annonçaient que l'invité de 8h30 ce matin serait Christian Estrosi. Donc on se réjouissait à l'idée d'écouter les positions de Christian Estrosi. Ce matin, donc cornflakes, café, jus d'orange, on est prêt devant LCI à 8h30 pour écouter l'interview de Christian Estrosi. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Adrien Jeanne. Merci beaucoup d'être là ce matin. En télé aussi, on a des bouches-trous. Bah oui, et voilà, ça arrive. Ah, je vais vous emmener, Thomas, dans mon bar préféré, la buvette de Pascal Praud. Ils ont parlé de vous. Ils ont parlé de France Télévisions, des syndicats de France 3, qui trouvent que vous savez pas traiter les violences policières, que le service public est de parti pris. Bah, une aubaine pour Pascal Praud. Allez, tu m'en rajoutes un peu.
J'ai pas tout cité, hein, le communiqué de la Société des journalistes de France 3, mais c'est quand même une œuvre d'art. Hein. Bien sûr, c'est une œuvre d'art. Hurlant avec les loups des chaînes info en continu, nos éditions premium n'ont même pas évoqué la charge des forces de l'ordre à Paris sur le carré de tête où se trouvait l'intersyndicale. Donc nous sommes les loups. Une œuvre d'art. Bon, écoutez, hein, qui reste à France Télévisions et France 3, il n'y a pas de souci. Bah, s'il y a quelques loups dans le PAF, il y a aussi un immense troupeau du service public de moutons. Vous êtes un mouton, comme dit Vincent Herouet? Je sais pas, en tout cas, je suis touché par cette déclaration d'amour de Pascal Praud. Merci, merci Pascal. Non, vous pensez quoi? Est-ce que vous pensez que dans le service public, c'est compliqué d'être indépendant, ou les journaux, ou ce que vous pouvez voir un complément d'enquête? Pas du tout. Alors, pour le coup, je m'inscris absolument en faux par rapport à ce genre de propos. Je pense que c'est un des rares endroits où on peut l'être absolument, et j'en suis la preuve vivante par rapport à ce que je viens de faire. On est absolument indépendant, on travaille sur tout et sur tout le monde sans aucune pression. Et franchement, c'est pas un propos, c'est la réalité, et je le vis au quotidien. Valérie, ce dernier... Parce que le doc sur Alexis Coller pourrait avoir... vous auriez pu subir quelques pressions. On aurait pu, mais la preuve, c'est qu'on l'a fait, et je vous le dis, et je vous le garantis, on n'a subi aucune pression. On a mené notre travail de manière indépendante, absolue. Allez Valérie, vous savez que je vous aime beaucoup, ce son est pour vous. Je sais que l'odeur du sirop d'érable, le smoke meat et autres poutines de votre adolescence vous manquent. Alors je vous ai pris un billet de Québécois pour vous emmener un peu au Canada avec Robert Charlebois. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver. Oh, ça vous touche. Bah oui. Parce qu'il me passe des trucs abominables. Mais non, mais c'est à vous d'il y a quelques jours, parce que j'avais The Voice à passer, j'ai des priorités. C'est incroyable. Non, mais il est incroyable. Il a 78 ans, il a une pêche de dingue, et il est... C'est magnifiquement écrit, cette chanson. Moi, j'adore cette chanson. Moi aussi. Eh ben, merci, c'est gentil. Allez, on se retrouve dans un instant avec Thomas Lelong, et on va parler de cette enquête implacable sur Alexis Coller, l'homme de l'ombre du président. À tout de suite. 10h, 10h30, Sud Radio Média. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Thomas Lelong. Vous êtes journaliste à Complément d'enquête. Demain soir, Complément d'enquête vous propose une enquête remarquable sur Alexis Coller, l'homme de l'ombre du président. Ce sera donc à 23h. C'est un portrait de cet homme. Son nom, on le connaît puisqu'il y a eu cette affaire MSC qui est toujours en cours. On va en reparler dans un instant. Mais c'est un homme très secret, qui parle assez peu, qu'on voit rarement, on le voit sur le perron de l'Élysée, ce que vous montrez, mais qui a un rôle extrêmement important auprès du président de la République. Oui, c'était un peu un défi pour nous de se dire on va travailler sur Alexis Coller. C'est quelqu'un que les Français finalement connaissent relativement mal. Moi, j'ai des amis, j'en ai parlé, ils m'ont dit je sais pas qui c'est. Et donc et en plus, il s'expose très peu. Il est à la fois dans l'ombre de manière institutionnelle, le secrétaire général de l'Élysée, sauf Claude Guéant à l'époque, n'est pas amené à s'exprimer dans les médias, et c'est quelque chose qui cultive en plus le secret, en tout cas le fait de rester un personnage de l'ombre. Donc, cela dit, ça faisait un petit moment qu'on s'intéressait à Alexis Coller, pas uniquement en raison de l'enquête judiciaire qui le concerne, mais aussi parce qu'on nous en parle beaucoup. Moi, j'ai travaillé sur la Macronie, sur Édouard Philippe, sur Mimi Marchand. Le nom d'Alexis Coller revenait souvent. Et là, après la réélection d'Emmanuel Macron, il a été confirmé à son poste, une longévité assez rare. Il n'y a que Jean-Louis Bianco qui est resté plus longtemps secrétaire général de l'Élysée qu'Alexis Coller, je crois, à ce stade. Et on s'est dit, là, il faut y aller. Et puis, en plus, on a commencé à enquêter, et quelques semaines plus tard, il a été mis en examen. Donc, l'enquête judiciaire qui le concerne, c'est pas tout l'objet de notre reportage, de notre portrait, mais c'est quand même une part importante. C'est une part importante. Il y a une première partie qui explique son rôle. Vous avez plusieurs intervenants, Bruno Le Maire, Gabriel Attal, qui vous parlent de lui. Et Jean-Marc Dumontet qui dit quand même que les deux personnes les plus importantes à l'Élysée, c'est sa femme et Alexis Coller en premier. C'est Alexis Coller et Brigitte Macron. En premier. Il m'a dit ça comme ça, je l'ai relevé, mais effectivement, mais il parlait peut-être pas de sentiments personnels, juste de la manière d'exercer le pouvoir. Ça veut dire que pour vous, à la fin de cette enquête, vous vous dites il est plus puissant que le Premier ministre ?
Le président. Ah oui, Alors, oui, le Premier ministre. Alors, en termes de pouvoir effectif, je pense que de pouvoir décisionnel, le Premier ministre ou la Première ministre a plus de pouvoir qu'Alexis Kohler. En termes d'influence auprès du président et sur ce que... Il est effectivement, pour moi, plus puissante parce que c'est lui, on le raconte dans le reportage, c'est lui qui a, avec d'autres, un relais au sein de la Macronie, mais c'est lui qui a imposé, ou du moins convaincu le président de nommer Elisabeth Borne à Matignon. Ouais, ce que vous racontez. Hein. Voilà. Donc après, c'est Elisabeth Borne qui tranche un certain nombre de sujets, bien sûr, qui arbitre au quotidien. Ça n'est pas Alexis Kohler qui arbitre tous les sujets. Il faut pas nous. Mais il a une influence considérable et je pense que sur un certain nombre de sujets, la relation qu'il a avec Emmanuel Macron fait qu'il est plus puissant que. Ça veut dire qu'il a un rôle qu'ont les Américains, ça veut dire qu'on aurait en France pour la première fois un vice-président. C'est parfois comme ça qu'on l'appelle, y compris au sein de la Macronie. On l'appelle parfois le vice-président. Je crois qu'il n'aime pas beaucoup ça. Il n'aime pas ce surnom. Mais effectivement, il n'est pas nommé, il n'est pas élu. C'est un haut fonctionnaire. On parle de quelqu'un qui n'a jamais été confronté au suffrage universel. Alors, techniquement, il instruit les sujets. C'est quelqu'un qui a un cerveau bien fait. Il est passé par les plus grandes écoles. Une belle machine à un moment. Une belle machine. Oui, c'est ce qu'on dit à un moment. C'est ce que dit un de vos intervenants. Pur produit des grandes écoles, donc il connaît les rouages de l'État, il sait comment ça marche, il a une vision, il est très rapide. Mais ce qui interroge peut-être, c'est dans la mesure où Alexis Kohler n'est pas élu, le pouvoir politique qu'il peut avoir. Ne lui revient pas. Ouais. Vous savez qui il est à la fin de cette enquête ? Vous savez, quand on fait une enquête, un portrait sur quelqu'un, on vit un petit peu avec lui pendant plusieurs mois. Pour autant, je ne l'ai rencontré qu'une fois brièvement. Et je crois que c'est quelqu'un qui restera toujours un mystérieux, personnage complexe. Attachant parfois, il peut même être, je crois, sympathique, assez brillant et en même temps aussi cassant et aussi très dur, autoritaire effectivement. Pourquoi est-ce qu'il a fini par vous recevoir ? C'est un mystère. Parce que vous dites que vous avez envoyé de très nombreuses demandes, qu'il n'a jamais répondu et au final, il vous reçoit. J'ai tout essayé, c'est-à-dire que je l'ai fait directement, texto, appel, mais j'ai pas non plus voulu le harceler à un moment. Mais quand même, je l'ai fait. Je suis passé aussi par le service de communication de l'Élysée. J'ai aussi rencontré j'ai pris des cafés avec bon nombre de ses proches. Je pense à Cédric O, par exemple, que j'ai pas interviewé, mais que j'ai rencontré. Tous, je leur ai dit, mais est-ce que je peux avoir un rendez-vous ? Voilà. En tout cas, je ne l'ai pas eu. Il se trouve qu'au Salon de l'Agriculture, Oui, c'est une séquence très forte. Voilà, j'ai échangé avec Emmanuel Macron et qu'à la fin, il dit allez le voir. Il dit Monsieur le Président, j'ai essayé, mais en fait... On a l'échange avec Emmanuel Macron. Voilà. Il a toujours toute votre confiance ? Oui, j'ai aucune raison de ne pas lui donner ma confiance. Sincèrement, je le vois au quotidien, c'est quelqu'un d'hyper engagé, hyper compétent. Malgré sa mise en examen en fait, son affaire, elle a déjà été classée après l'enquête préliminaire. C'est Anticor qui a réouvert une procédure. Et ce que je vois, c'est que cette procédure, elle n'est pas en train d'aboutir. Et moi, je sais son honnêteté. Si c'est quelqu'un qui était intéressé par l'argent, vous savez, je ne travaillerais pas en ce moment à l'Élysée. Donc vraiment, moi j'ai confiance en lui. Et pour des questions d'exemplarité, le fait qu'il soit... Mais en fait, dans ces cas-là, je peux détruire n'importe qui avec une question d'exemplarité. parce que demain, je peux vous faire une procédure. Anticor, ils font que ça. Et les procédures, ils les font durer, ils les font durer, ils les font durer. Et même si les gens à la fin ne sont pas condamnés, vous les faites. Voilà, il vous répond assez naturellement, c'est assez saisissant hein, cette séquence. J'étais moi-même un peu surpris, même si je m'étais préparé à ce qu'éventuellement y répondre. Nos salons d'agriculture, il n'est pas sorti depuis plusieurs semaines, sauf à Rungis 3 jours avant, mais parce qu'on est au début de la réforme des retraites, dans un contexte peut-être un petit peu compliqué. Là, il s'expose, il se bain de foule, il y a du monde, on y va, il s'arrête, et effectivement, il nous répond de manière assez détendue, Emmanuel Macron, et à la fin, donc il dit, je vais lui en parler. Effectivement, quelques jours plus tard, il y a eu un feu vert et on a pu aller rencontrer Alexis Kohler. La deuxième partie, Gilles, elle concerne l'affaire MSC, donc du nom de ce constructeur armateur. Il est accusé d'avoir des liens plus que proches avec, puisque ce sont ses cousins, des cousins éloignés, ce qu'il a toujours plus ou moins caché, et vous produisez des documents très personnels, puisque ce sont des SMS entre sa femme et lui, ou des mails qu'il a pu avoir qui montrent qu'il partait en vacances, ou lui, sa famille, sur les bateaux, sur le yacht du propriétaire de MSC. Parce qu'il avait été mis de côté sur un chantier qui était mis en concurrence, et donc on l'accuse d'avoir influencé pour que c'est MSC qui ait ce chantier. Oui, alors il y a différents niveaux. C'est vrai que tout au long de sa carrière de haut fonctionnaire, donc à Bercy, il venait du Trésor à Bercy, de l'Agence des participations de l'État, Alexis Kohler a été amené à traiter de manière
directs ou indirects, des dossiers plus ou moins liés à MSC. MSC, c'est un énorme groupe, c'est une multinationale qui a forcément des liens avec l'État parce que l'État garantit le financement de certains paquebots. Et donc, en tant que haut fonctionnaire, que ce soit à la période où il était à Bercy, à l'APE, ou ensuite en tant que directeur de cabinet d'Emmanuel Macron ou directeur adjoint du cabinet de Pierre Moscovici, Alexis Kohler, il se trouve que c'est plutôt étayé, a été amené soit à prendre part à des votes dans des conseils de surveillance, soit à être destinataire de notes ministérielles ou de mails qui concernaient de près ou de loin MSC. Le conflit d'intérêts, c'est assez fin en termes de droit, mais il y a une base autour de ça, c'est que pour l'éviter, il faut se déporter. On appelle ça se déporter. Il faut absolument ne rien recevoir. Sortir, absolument. Voilà. Sauf qu'on voit qu'il reçoit des mails qu'il est tenu au courant par Julien de Normandie, entre autres. Et il répond parfois. Alors, il répond. C'est vrai que parfois c'est pour des questions d'organisation. Un cabinet ministériel, c'est une grosse machine et on reçoit beaucoup de mails, de notes. Mais il se trouve que il n'aurait jamais dû recevoir ces mails et certains sont confidentiels, sont même stratégiques et il n'aurait jamais dû y répondre. Et c'est la raison pour laquelle je crois... Vous n'avez pas eu de pitié avec Julien de Normandie. On dirait un petit lapin pris dans les phares. Hein, je précise que je n'ai rien contre Julien de Normandie. Vous comprenez que l'image, elle est forte quand même de Julien de Normandie et on le sent complètement paniqué par votre interview. Mais il se trouve que il est vrai qu'il a commis, à mon sens, une erreur. Après, Julien de Normandie n'est pas mis en examen dans le cadre de ce dossier, mais c'est vrai qu'il a renvoyé un certain nombre de mails à Alexis Kohler. Je ne sais pas quel était le contexte à l'époque. Il dit que c'est très peu de mails au regard du volume de mails qui sont traités chaque jour dans un cabinet ministériel. Mais il se trouve que il y a eu peut-être une maladresse, une imprudence, mais moi, quand j'ai Julien Normandie face à moi, forcément, je lui pose la question et je lui repose plusieurs fois la question d'ailleurs. L'enquête est à charge et à décharge, puisque vous produisez des témoins qui disent qu'il n'est pas intervenu dans des décisions stratégiques, mais vous montrez aussi que parfois il dit que je me souviens plus exactement de la circonstance, mais il dit verbalement que ce n'est pas normal, une décision n'est pas normale, mais il vote pour. C'est un financement du port, c'est ça, du Havre. C'est sur une filiale d'MSC. Mais c'est vrai que effectivement, on fait jamais d'enquête à charge à complément d'enquête. On a toujours besoin, nous, d'avoir du contradictoire. Absolument. Et de donner aussi la parole à Alexis Kohler ou à ses soutiens pour comprendre, pour avoir tous les points de vue, essayer après que le téléspectateur se fasse sa propre opinion. Alors, pour redonner envie à nos auditeurs, sachez que vous voulez tout savoir sur les retraites et que Alexis Kohler est derrière les retraites. Vous voulez de l'affaire Benalla, vous allez voir de l'affaire Benalla parce que vous revenez là-dessus et vous avez Benalla au téléphone. Et donc c'est vrai qu'on peut pas tout parler en 20 minutes. Il y a 20 choses. Moi, je voulais venir un peu sur la fin. Est-ce que Alexis Kohler, la façon dont se passent les retraites, qui était un peu lui qui voulait l'âge pivot à 64 ans, qui l'impose à Emmanuel Macron, 65 ans, il voulait même 65 ans. Est-ce que finalement tout ça, il est lassé, vous le sentez au bout du système? Alors, je crois qu'il a une force de résistance importante. Cela dit, quand je l'ai rencontré, il m'a semblé un petit peu fatigué et je lui ai posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'usure? Il m'a confirmé que oui, il y avait un petit peu d'usure. Cela dit, sur la réforme des retraites, il m'a aussi confié que pour lui, c'était normal que les Français travaillent plus longtemps, que c'était quelque chose qui se faisait partout en Europe. Donc là-dessus, je crois que sa position est claire et qu'elle ne bougera pas. C'était 65 ans au début, c'est ce qu'on raconte dans le reportage. Mais il y a eu des conflits avec Emmanuel Macron là-dessus. Il y a eu visiblement un petit peu de friture sur la ligne, parce que là, c'est ce que lui reprochent ses détracteurs avec Alexis Kohler, c'est parfois d'être un peu jusqu'au boutiste sur la partie, on va dire, un petit peu libérale du cerveau d'Emmanuel Macron. Et vous l'avez senti comment quand vous l'avez rencontré, fatigué ou pas? On le rencontre le lendemain du 49.3, donc je lui ai demandé s'il avait passé la nuit à l'Élysée, il m'a dit une grosse partie. De toute façon, il part rarement avant 1h ou 2h du matin. C'est ça, c'est quelqu'un qui, ce que vous disent Jean-Pierre Jouyet en particulier ou d'autres, c'est que c'est quelqu'un qui est le premier à arriver et le dernier parti. On ne peut pas lui enlever que c'est un énorme bosseur, Alexis Kohler. Pourquoi Macron ne l'a pas nommé Premier ministre, puisqu'il y a une telle confiance et un tel lien entre eux? Je pense que la question ne s'est pas posée dans la mesure où Alexis Kohler déteste la lumière, qu'Alexis Kohler, même quand il annonce la composition d'un gouvernement, il est mal à l'aise. Et donc je pense que quand on est Premier ministre, on est forcément exposé. Et vraiment, il n'en a pas été question. Dominique de Villepin était secrétaire général de l'Élysée, par exemple, et était Premier ministre. Ça peut être un tremplin politique pour certaines personnes. Claude Guéant a été, celui-là a une carrière ministérielle. Mais là, je crois qu'il n'en est pas question. Je crois que ce n'est pas sa volonté, son envie, et qu'en plus, je crois qu'il tient les manettes depuis l'Élysée, qu'il est
presque plus puissant parfois. Donc il préfère être marionnettiste que marionnette. Je crois que c'est vraiment sa manière d'être, Alexis Collère. Passionnant document à découvrir demain soir dans Complément d'enquête à 23h. Il y a évidemment le replay. Alexis Collère, l'homme de l'ombre du président. Beaucoup de fantasmes aussi autour de cet homme et vous rétablissez les faits, vous donnez les faits tels qu'ils sont de façon assez factuelle. Merci à vous. Merci Thomas d'être venu ce matin. Thomas Lelong, journaliste pour Complément d'enquête. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin.